Mies van der Rohe, quatrième séance, quatrième cours, qui nous emmène aujourd'hui à Stuttgart, à Barcelone et à Brno en Tchécoslovaquie pour revenir à Berlin, à la recherche des entreprises de Mies van der Rohe pour imaginer, concevoir, réaliser un nouvel espace domestique, un nouvel espace habitable. La scène la plus importante sans doute est celle de Stuttgart, la Weissenhof-Siedlung, la cité au lieu-dit le Weissenhof au-dessus de Stuttgart, dont Mies van der Rohe coordonne la réalisation pour le compte du Werkbund allemand en 1927. Donc il conçoit l'ensemble de cette cité que l'on voit ici décrite sous un aspect assez fantaisiste autant que fantastique par le peintre Reinhold Nageley, et on devine au fond réduit par rapport à sa présence réelle le bâtiment que Mies construira lui aussi dans son plan masse en 1927. Mais les débuts de Mies en matière de logement collectif ont Berlin pour théâtre, avec les 4 immeubles qu'il réalise en 1926-1927 dans le quartier de Wedding, au nord-ouest de Berlin, au long de l'Afrikanische Straße, donc des logements construits dans un quartier ouvrier pour une société dénommée Primus, dont le goût est dans l'ensemble assez conservateur. Cette société privilégie les architectes traditionnalistes, mais à la suite de l'arrivée à la mairie de Berlin d'un adjoint à l'urbanisme, d'un maire adjoint à l'urbanisme moderne et socialiste, Martin Wagner, qui encourage les projets novateurs, et bien la société Primus prend des risques. Ici, celui de confier cette opération à Mies van der Rohe, qui n'en sera jamais très fier. Il n'en parlera jamais beaucoup, pour des raisons qui m'échappent. Cet ensemble s'apparente à certaines opérations contemporaines de la deuxième moitié des années 20, réalisées à Berlin par Bruno Taut notamment, en particulier par la répétition de ces longs blocs lisses percés de fenêtres qui sont des fenêtres standardisées dont la variété est limitée. Ces bâtiments s'égrènent donc sur 4 îlots, 3 bâtiments principaux et un bâtiment angulaire en chevron au sud de l'opération. Ils peuvent faire penser, et Fritz Neumayer l'a suggéré, à ces maisons en gros béton, au bloc de ces maisons en gros béton, accompagnées de maisons plus basses, que Le Corbusier avait dessinées en 1919 et qu'il avait publié dans son livre manifeste de 1923 vers une architecture que possédait Mies van der Rohe. Il en avait à la fois l'édition de 1924 et la traduction allemande comme pour souligner son intérêt pour ce livre. Très austère dans leur enduit ocre, ces logements sont à l'intérieur, pour autant que l'on peut en analyser les plans, raisonnablement bien équipés pour des logements à bon marché. Ils suivent l'alignement de la rue, l'alignement de la grande parcelle, comme on le voit sur ce plan, mais ils restent ouverts, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois différents des bâtiments perpendiculaires à l'alignement, orientés selon le meilleur ensoleillement possible, comme le sont par exemple les bâtiments de Walter Gropius, mais ils sont aussi différents des grands îlots à cours fermés, vastes mais fermés, qui constituent une partie significative de la production berlinoise. C'est donc une sorte d'inventivité modérée qui s'y exprime. Les deux façades sont très différentes. La façade sur l'extérieur, sur la rue qu'on vient de voir, est très austère. À l'intérieur, les façades sur les cours jardins sont plus riantes. Elles sont notamment ouvertes par ces colonnes de 3 balcons superposés.
Elle trouve aussi quelque part des petits éléments curvilignes qui ajoutent une toute petite touche de fantaisie dans cet ensemble, dans lequel les logements sont groupés par paires sur chaque palier, de part et d'autre des cages d'escalier, les barres comportant 3 cages d'escalier sur la rue et une sur chacun des retours. Donc un programme fort simple, très laconique dans son expression, les rares fantaisies que se permet Miss se portent sur les portes d'entrée avec leurs hublots et leurs colonnes de briques, mais pour l'essentiel, nous sommes dans l'univers de l'architecture enduite ocre qui forme l'essentiel de Berlin. Dans cette période, Miss continue ses engagements institutionnels. J'ai parlé de son adhésion au Werkbund allemand et de la création du Ring. Il est chargé en 1927, en fait dès 1926, de préparer une manifestation extrêmement importante du Werkbund qui a comme point d'application, comme lieu d'application, Stuttgart dans le sud-ouest de l'Allemagne. Cette manifestation, elle est multiple, elle passe par la construction d'une Siedlung, d'un ensemble d'habitations, d'une sorte d'expérimentation en vraie grandeur. Elle passe aussi par l'organisation d'une exposition thématique autour de l'architecture moderne en Europe, qui se trouve au-dessus de la Siedlung. Miss est chargé de la cité elle-même, il n'est pas chargé de cette autre exposition, ni des publications. Le maître d'œuvre de ce programme pour le Werkbund, si l'on veut l'équivalent pour le programme culturel de ce qu'est Miss pour le programme architectural, est un critique du nom de Walter Kurt Behrendt qui publie cet ouvrage très édifiant, Les drapeaux flottent sur la cité, et annonce la victoire du nouveau style architectural. Pourrait-on dire plus fidèlement à l'allemand, du nouveau style constructif. Cette opération, qui sera au centre de l'attention européenne, pour une part parce que des architectes européens y participent, comme on va le voir, mais elle est aussi intensément visitée par des architectes, des maîtres d'ouvrage et des intellectuels européens. Cette opération donne à Miss la stature d'un organisateur et d'un urbaniste, doublée de celle d'un innovateur dans l'habitation collective. Cette stature d'innovateur, il est clair que l'ensemble d'Afrikanische Straße ne la lui aurait nullement donnée. Miss, qui est donc vice-président du Werkbund, se voit confier par la branche wurtembourgeoise de l'organisation cette exposition, en fait, dès 1925. La manifestation a pour théâtre, a pour point d'ancrage la colline du Weissenhof. Voici une carte de Stuttgart, une ville qui se développe sur les deux versants d'une vallée dans laquelle passe le chemin de fer qui aboutit à la très monumentale gare de Paul Bonatz. Et la cité du Weissenhof surplombe donc la ville à proximité très directe du centre. La municipalité élabore un premier plan en 1925, qui est un plan assez ordinaire, vous le voyez, un plan de lotissement qui prévoit des maisons jumelées ou des maisons triples, une rangée de maisons triples, des maisons rangées, le tout traité passablement à plat sur ce terrain, au-dessus de l'endroit où la pente vers la ville plus bas devient plus raide. Donc c'est le premier projet qui est élaboré par la Cité Jardin, qui élabore également la maquette qui correspond à ce projet. Miss, en revanche, n'a guère d'affection pour ce genre de démarche et il propose un premier projet qui est tout à fait radical, dont on connaît essentiellement la maquette. Ce premier projet que vous voyez ici est un projet qui conçoit l'ensemble de la cité comme une entité continue, faite de bâtiments et de terrasses et de jardins, dans une continuité bâtie qui fait penser, par exemple, à celle de la maison Wolf,
maison dans laquelle le jardin très minéral et la maison sont une même entité bâtie, eh bien c'est un peu une multiplication de la maison Wolf, mais on peut penser aussi, lorsque l'on regarde dans le détail de ces assemblages, ici par exemple un bâtiment, un élément bas et deux éléments plus haut en chevron, on peut penser également à la configuration formelle qui est celle de la maison de campagne en briques qui élaborée par Mies quelques années plus tôt. Donc voici son projet. Il y a une dominante, d'emblée un groupe d'immeubles collectifs qui aurait formé une sorte de Stadtkrone, pour utiliser le terme de Bruno Taut, une couronne au-dessus de cette sorte de coulée cristallisée de bâtiments. Mies affirme à propos de ce projet qu'il s'est efforcé d'éviter les schématismes en tout genre et qu'il a veillé à éliminer tout ce qui aurait pu entraver la liberté de travail des participants, des architectes invités. Il s'agit donc clairement, comme il l'affirme, d'une mise en espace de la volonté de l'époque, c'est son slogan favori, à une échelle assez significative, en écho, très littéralement dans le plan, à cette idée d'une économie organique telle que Walter Rathenau l'avait appelée de ses voeux avant d'être assassiné en 1922. Il répond aussi, et c'est assez intéressant, aux critiques que son ami Rudolf Schwarz émet à ce moment-là contre, je cite Schwarz, l'ennui et le manque d'imagination du rationalisme optimiste, donc contre l'ennui des ensembles d'habitation de certains de ses camarades du Ring. On peut aussi, dans cet ensemble, voir un écho à la colonie d'artistes de Darmstadt en 1901. J'en ai parlé à propos de la maison que Behrens y avait réalisée, mais cette colonie d'artistes était là aussi sur une pente et dominée par un édifice collectif, un peu comme on le voit dans ce premier projet de Mies. Ce premier projet suscite des critiques et des contre-propositions de la part des traditionalistes de Stuttgart. Il faut savoir en effet que Stuttgart est une ville industrielle, les usines Mercedes-Benz ne sont pas loin. Stuttgart est une ville qui accueille aussi l'école d'architecture qui représente le bastion du traditionalisme moderne en Allemagne, où enseignent des architectes comme Paul Schmitthainer ou Paul Bonatz. Bonatz dessine ici un contre-projet dans lequel, malgré tout, certains éléments de la continuité des terrasses de Mies subsistent, un projet dans lequel toutes les maisons, ou presque, ont des toits en pente. De son côté, Bonatz critique le romantisme, ce qu'il considère comme le romantisme du plan de Mies. Il ne dit pas tout haut ce que certains pensent tout bas, c'est qu'il ressemble fortement à une médina nord-africaine. Quant à Schmitthainer, il critique le dilettantisme du plan de Mies, qui le met au point en plusieurs variantes. Et voici déjà une variante plus élaborée, dans laquelle le bâtiment couronnant l'ensemble est franchement autonome et a pris une forme extrêmement radicale, celle d'un parallélépipède ici traité comme un objet assez sombre. Et l'on voit progressivement apparaître les formes isolées, les emprises au sol isolées des différentes maisons qui restent quand même articulées par une continuité de sol, continuité de plateforme. Donc c'est le deuxième projet de Mies. Et son troisième projet ici isole de plus en plus les bâtiments. On voit que toutes les indications de terrassement ici sont abandonnées, sans doute pour des raisons économiques, car il s'agissait de déplacer beaucoup de terre et de déployer beaucoup de maçonnerie. Donc voici l'avant-dernier projet de Mies. L'élaboration est donc assez laborieuse, entre 25 et 27. Et le projet définitif, on le voit ici sous forme de maquette légendée. Il nous montre bien cette opération avec donc la couronne de Mies lui-même, l'immeuble d'habitation qu'il va réaliser. Les deux points
extrême que sont deux maisons ici différentes de Le Corbusier et Pierre Jeanneret, et hommage de Mies à son vieux maître, une maison, un immeuble de Peter Behrens ici, qui est le seul immeuble à étage à pouvoir rivaliser en volume avec celui de Mies lui-même. Donc voici la couverture du catalogue de cette opération, qui est effectivement une opération largement européenne. Franck est autrichien, Houdestam sont néerlandais, Le Corbusier est parisien et pas du tout genevois comme il l'est dit ici. Et à l'intérieur de l'Allemagne, eh bien, on retrouve à la fois des Berlinois comme Behrens, qui est d'ailleurs qui vient à peine de revenir de Vienne, des Berlinois comme Gropius, Hilbersheimer, Mies lui-même, Pölzig, des architectes de l'Est allemand, de Breslau, et puis aussi un local de Stuttgart, Richard Döcker, qui va être chargé par Mies et le Werkbund de suivre le chantier. Donc voilà une autre représentation de cette phalange d'architectes radicaux venus de l'Europe entière qui se distribuent donc sur le terrain en écho aux manifestations antérieures du Werkbund, celle de la grande exposition de Cologne en 1914, très marquante, mais qui était une manifestation totalement allemande. Ici, l'ouverture européenne est remarquable. Voici une vue presque complète de la cité qui nous montre le bâtiment de Mies, seul bâtiment collectif atteignant une certaine masse critique, les maisons en rangée de Haud, les deux maisons de Le Corbusier, et la série qui s'égrène de celle des deux frères Taut, de Gropius, de Rading, de Stam, puis de Charoun. Alors, je montrerai assez rapidement ces maisons, non sans passer par la case propagande. La case propagande, elle est, par exemple, occupée par les affiches tétanisantes, presque effrayantes de Willy Baumeister, non à l'intérieur traditionnel, sombre et encombré d'objets surannés, non à cette culture de l'habitation, oui, à des intérieurs modernes, pleins de lumière et de meubles rationnels. La démonstration que fait la cité du Weissenhof est multiple. C'est une démonstration esthétique à l'extérieur des bâtiments, esthétique et presque éthique à l'intérieur des bâtiments. C'est aussi une démonstration technique des nouvelles modalités constructives, béton armé, acier dans le cas de Mies van der Rohe, montage à sec des éléments. Dans chaque maison, chaque bâtiment va proposer finalement un thème, va déployer un thème particulier allant dans le sens des démonstrations que Mies veut orchestrer pour le compte du Werkbund. L'immeuble de Behrens est sans doute un des moins innovants. Sa seule contribution, c'est sans doute d'insister sur le toit terrasse et donc de proposer une variété de grandes terrasses. C'est par ailleurs un immeuble dont les plans sont assez conservateurs. Il faut dire aussi que la cité du Werkbund à Stuttgart, la cité démonstrative, ne milite pas pour le logement minimal, elle ne milite pas pour le logement social. Les appartements n'y sont pas réduits aux plus petites dimensions possibles, à ces petites dimensions qui permettraient d'en lancer la production de masse. Ce sont plutôt dans l'ensemble des habitations pour la petite bourgeoisie que l'on y trouve. Ici, la maison de Gropius, Mies, qui entretenait des rapports conflictuels avec Gropius, ne pouvait pas ne pas inviter le directeur du Bauhaus à Stuttgart, et la démonstration que fait Gropius, vous la voyez notamment au milieu, c'est celle d'une architecture qui est montée à sec, une architecture assemblée sans eau, avec une structure en bois et des panneaux en bois comprimé et combiné à du ciment. Ces types de panneaux isolants sont utilisés largement en Allemagne et exportés d'ailleurs assez loin jusqu'en Russie. Donc c'est plus un projet technologique qui est à l'œuvre chez Gropius. Chez Charoun,
Vous voyez à gauche sa maison et à droite quelques représentations, une représentation de celle-ci en haut. C'est au contraire un travail presque plastique qui est proposé tout au bout de la rue. La maison de Sharoun avec son escalier qui s'enroule autour du corps de bâtiment principal, un peu à l'image de ce que fera par exemple Frank Gehry au musée Vitra exactement 60 ans plus tard. Gehry, toujours très attentif à Sharoun. C'est une maison plus originale qui finalement énonce la possibilité de concilier recherche formelle, recherche culturelle et architecture de l'habitation moderne. La rangée de maisons de Hout semble être issue d'une de ces cités réalisées à Rotterdam, cité faite de longues rangées de maisons. Elle est intéressante, cette rangée, à cause des différences qui opposent les deux façades, la façade sur le jardin, très laconique, décrochée sur la pente, et la façade arrière avec une cour pour la cuisine et l'excroissance de la salle de bain et des annexes des chambres au premier étage. Cette expression est une expression qui là aussi aura des effets tardifs. Un des meilleurs observateurs de ce bâtiment sera par exemple le Portugais Álvaro Siza pour ses immeubles d'habitation populaire des années 70. Autre néerlandais, Mart Stam, est sans doute un de ceux qui travaillent de la façon la plus déterminée à des logements de petite taille et inscrits dans une logique répétitive. Vous voyez que les trois habitations qu'il réalise sont en fait l'embryon peuvent être considérées comme l'embryon, le point de départ de rangées infinies. Enfin, les deux maisons de Le Corbusier et Pierre Jeanneret, que je n'analyserai pas dans le détail, illustrent deux des types des bâtiments types que Le Corbusier développe, étudie depuis le début des années 20. La maison Citroën avec un séjour à double hauteur ici, et deux maisons de type domino avec leur ossature, leur plan libre, et qui contiennent de très petits logements dans lesquels la démonstration est faite de la possibilité d'aménager différemment pour le jour et pour la nuit des locaux tout petits. Le rapport de Mies avec Le Corbusier est assez cordial et j'y reviendrai tout à l'heure. C'est assez exceptionnel pour qu'on puisse le souligner de la part de chacun. Mies lui-même réalise donc cette longue barre de 4 niveaux et qui finalement dialogue assez bien avec le bâtiment long de Le Corbusier. Ces deux photographies sont intéressantes car elles nous montrent combien finalement la perception combinée des objets techniques a changé depuis donc plus de 90 ans. En 1927, les publicitaires présentaient ces bâtiments en plaçant au premier plan des automobiles pour montrer que ces édifices étaient presque aussi modernes que les automobiles dernier cri. Notre perception aujourd'hui s'est inversée et nous percevons ces voitures comme étant complètement surannées, alors que les bâtiments nous semblent presque recevables à nos yeux d'aujourd'hui. Là, l'immeuble de Mies, donc il règne au-dessus de la cité, il se compose donc il a 4 niveaux, il est constitué par 4 unités alignées, desservies chacune par une cage d'escalier qui distribue 2 appartements par palier. C'est au fond exactement la même distribution qu'à Berlin, qu'à l'Afrikanische Straße. Pour la première fois, Mies utilise ici, contrairement à Afrikanische Straße, pour un grand bâtiment, une ossature d'acier dont les poteaux lui permettent, la distance entre poteaux lui permet d'atteindre une certaine ouverture et une grande flexibilité. Behrens l'avait annoncé, mais ne l'avait pas véritablement accompli. Mais l'ossature reste cependant presque partout noyée dans le plan des murs, et le revêtement blanc que vous voyez ici, l'enduit blanc, ne laisse rien deviner du jeu de cette ossature et des remplissages. En revanche, lorsqu'on observe les plans, voilà les plans
les niveaux de ce bâtiment. On retrouve à chaque niveau la cage d'escalier et les deux accès, et on s'aperçoit que ces plans sont très différents. Ces plans peuvent être très différents, c'est-à-dire qu'ils peuvent comporter plus de chambres ou moins de chambres, des séjours plus grands, qu'ils peuvent comporter également à certains endroits, on ne le voit pas très clairement ici, mais on peut le voir dans les photographies, ils peuvent être complètement ouverts. Bref, Mies fait une démonstration de la pertinence, grâce à l'ossature d'acier, de ce que Le Corbusier appelle le plan libre. C'est un terme qu'il ne reprend pas à son compte. Voilà une image du chantier, l'ossature d'acier, les remplissages en briques. Donc c'est un bâtiment qui est plus avancé dans sa structure que les autres. Lorsque l'on observe l'intérieur, on trouvera donc des pièces très largement éclairées qui possèdent donc des cloisons mobiles, des cloisons pouvant se déplacer de manière à ouvrir les pièces, à les joindre deux à deux, alors que les cuisines et les salles de bain restent fixes. Les menuiseries et les pièces métalliques pourraient être un peu comme celles des maisons Esther et Lange, qui seront construites 2 ans plus tard, évoquent le monde de l'industrie, tandis que les sièges tubulaires que l'on voit dans ces appartements inaugurent la réflexion de Mies sur les meubles modernes. C'est la première gamme de meubles qu'il étudie. J'y reviendrai dans le 5e cours, avant les meubles de Barcelone et ceux de Brno. Ce bâtiment qui est assez bien conservé aujourd'hui, il a été restauré plusieurs fois, au moins 2 fois. On voit ici les détails avec ces éléments, ces garde-corps tubulaires, qui évoquent d'ailleurs ceux du Bauhaus de Dessau de Gropius. Ce bâtiment est très critiqué par les conservateurs à l'époque. Les conservateurs y voient la Deutsche Bauhütte, donc un organe corporatif des cercles conservateurs du bâtiment allemand. Ils voient ni plus ni moins qu'une caserne pour la détention des ouvriers russes. Donc ce bâtiment est très, très critiqué, mais dans l'ensemble, la cité de Stuttgart a un effet mobilisateur extraordinaire en Europe. Elle est notamment une des raisons de la création des congrès internationaux d'architecture moderne l'année suivante. Elle donne confiance aux participants qui seront d'ailleurs, pour beaucoup d'entre eux, présents au congrès fondateur des SIAM pendant l'été 1928. Les détails sont élaborés avec la précision de l'agence de Mies van der Rohe, notamment l'articulation des éléments métalliques, des éléments de remplissage, des menuiseries, comme vous le voyez à droite. Mies réalise aussi un tout petit espace à Stuttgart, une pièce de verre, ou un espace de verre, Glasraum, qu'il conçoit avec Lili Reich dans la partie technique de l'exposition. Donc ce n'est pas dans la cité elle-même. C'est une pièce de verre dont l'espace est réglé par des parois dont la finition varie. Le type de verre utilisé est verre transparent, verre réflexif, verre noir, verre de couleur. On voit dans cette pièce, quand on en examine le plan, on voit qu'il y a des ouvertures diagonales, des circulations diagonales qui correspondent au dispositif que j'ai déjà évoqué, notamment avec la maison de campagne en briques. Donc ce n'est pas une série de pièces en enfilade, encore une fois, c'est un ensemble d'espaces qui sont combinés, qui se combinent selon la diagonale de façon à créer des points de vue variables et aussi des effets de lumière et de réflexion variables. C'est ainsi une sorte d'idéal, comme vous le voyez à droite, celui d'une lumière sans ombre, il n'y a pratiquement pas d'ombre, une lumière qui irradie, qui semble venir des parois, irradier des parois, et qui, par sa fluidité, semble fournir un commentaire sur la vie moderne. Detlef Mertins, qui est l'auteur d'une magnifique monographie sur Mies, souligne que Mies, comme tous les intellectuels allemands ou les artistes allemands de sa génération,
était un lecteur d'Henri Bergson, de l'évolution créatrice de Bergson, qui avait été très tôt traduite en allemand, avant 1914, et que cette Glassraum semble illustrer le propos de Bergson, selon lequel, je cite, « l'essentiel de la vie tient dans le mouvement qui la transmet ». Donc c'est une pièce qui est faite pour le mouvement. Bien qu'elle ait des sièges statiques, c'est une pièce dans laquelle le mouvement entre ces parois lumineuses est orchestré. Mies avance de nouvelles réflexions sur l'architecture à propos de l'exposition de Stuttgart, à propos qu'il confie aux publications qui s'y rattachent pour avancer un certain nombre d'idées sur la dimension spirituelle de l'architecture nouvelle, rejetant fortement les points de vue qu'il désigne comme étant unilatéraux et doctrinaires sur la standardisation et la rationalisation, attaquant aussi la forme quand elle est pensée comme but en soi. Il semble à ce moment-là très en accord avec Le Corbusier, qu'il retrouve à Stuttgart ici en 26 et non en 27, c'est sur le chantier, peut-être en 27, enfin, en tout cas au moment de la construction de la cité. Il le retrouve après l'avoir laissé à Berlin, croisé à Berlin 16 ans plus tôt. Impressionné par ces maisons, les maisons de Le Corbusier auxquelles il donne cette place, comme on l'a vu, de figure de proue de l'ensemble, il le soutient contre les critiques, contre les critiques conservateurs, mais aussi dans sa polémique contre la Sachlichkeit, contre l'objectivité et le fonctionnalisme. Dans une lettre qu'il lui envoie en 1929, il écrit « En Allemagne, pays des organisateurs, tout particulièrement, Mies à Le Corbusier, il me semble nécessaire de souligner avec la plus grande clarté que l'architecture ne se réduit pas au fonctionnalisme brut. En Allemagne, le combat avec les rationalistes sera plus dur que le combat contre l'académie. » Et là, on voit Mies s'allier avec Le Corbusier contre les fonctionnalistes allemands. Contre qui? Contre Gropius et Hannes Meyer. Et si l'on veut un indice de l'intimité entre les deux architectes, vu de l'autre côté, j'en trouverai un dans le fait que Le Corbusier, qui avait appris l'allemand tant bien que mal au début du siècle et qu'il avait pratiqué lorsqu'il était chez Behrens, Le Corbusier répondait systématiquement en français à tous les interlocuteurs, à tous ses correspondants qui lui écrivaient en allemand dans les années 20, à tous, avec une seule exception, Mies. Le seul allemand auquel il prenait la peine de répondre dans son propre allemand assez fautif, souvent, c'était Mies. Donc les deux hommes étaient du même côté de la barricade, contre les fonctionnalistes. Reich et Mies, quant à eux, continuent à Berlin la recherche que l'on a rencontrée avec le Glassraum, avec l'espace de verre, mais cette fois-ci, c'est, je dirais, un espace de soi qu'il réalise à l'exposition La mode des dames, ou La mode de la dame. Reich et Mies aménagent donc un café avec des parois faites de grandes tentures de velours et de soie, dont on voit ici le plan et les photographies. C'est une nouvelle formulation de cette idée de la fluidité de l'espace qui, en fait, marque un jalon dans une réflexion, dans la réflexion que Mies va poursuivre jusqu'à Barcelone et au-delà. Très importante opération dont la matérialité est très fragile, mais dont le principe est à nouveau celui du principe des longs axes de vue, de la découverte progressive des espaces au fil du cheminement, le rejet de la rigidité des parois trop minérales et trop fixes. Un très élégant projet. Mies, dans la foulée, si je puis dire, de l'opération de Stuttgart, se voit invité à participer à des concours plus substantiels. Jusque-là, en effet, il se propulsait dans des concours, comme celui de la Friedrichstrasse qui était ouvert au début de la décennie, mais il n'avait guère participé à beaucoup de concours.
Ici, il est invité à étudier un grand magasin à Stuttgart, en face de la gare de Bonatz, que Bonatz vient d'achever, de cette gare avec des accents romans très très puissants. La cité du Weissenhof se trouve sur cette colline, un petit peu derrière. Ce bâtiment d'angle ici, face à la gare, est un bâtiment remarquable car il marque un développement de l'idée du volume en verre du début des années 20. Dans ce bâtiment, qui est un bâtiment commercial, vous voyez la maquette originale en haut, et ce n'est pas une perspective, mais une photo de la maquette originale et une réédition de cette maquette faite il y a quelques années. Vous voyez que cette façade en verre n'est pas transparente, mais translucide, et qu'elle devient le support de la réclame, elle devient le fond des messages verbaux du commerce. À Berlin, en 1928, c'est un autre projet qui permet à Mies de travailler sur l'architecture de la grande ville, le magasin Adam, pour lequel Pölzig et Behrens remettent aussi des projets. Le bâtiment de Pölzig, le projet de Pölzig est à son habitude très sombre, solide, mais dans le même temps met en évidence l'angle avec ses sections de cylindres. Behrens néglige complètement cet angle et s'intéresse beaucoup plus à l'ordonnancement vertical très, très robuste de la façade. Mies, quant à lui, propose comme vous le voyez, un prisme en verre, à nouveau, jouant à nouveau des reflets, comme dans le bâtiment de la Friedrichstrasse au début de la décennie, jouant des reflets, introduisant de très subtils éléments de contextualisation. Si Pölzig installait une série télescopique de cylindres, c'est ici un petit arrondi entre les deux pans de verre qui marque, qui souligne la condition d'angle de cet édifice. En 1929, Mies et Hilbersheimer, qui enseignent déjà au Bauhaus, participent à un concours restreint pour l'aménagement de l'Alexanderplatz. Ce concours est organisé sur un terrain proche de la gare de Berlin-Alexanderplatz, que l'on voit ici, dans un quartier qui est un quartier considéré comme dangereux et insalubre, voire le roman homonyme, non pas éponyme, comme on le dit souvent aujourd'hui à tort, mais homonyme d'Alfred Döblin. Pourquoi c'est la place, l'Alexanderplatz, qui est l'éponyme du roman, comme on le sait. Donc, ce quartier très turbulent est voué à être remplacé par un carrefour de transport avec des croisements de tramways sur des modèles que Wagner a découvert aux États-Unis. Le projet de Mies est un projet pour un espace métropolitain assez complexe, bien plus que tous ceux qu'il a imaginés jusque-là, dans lequel il prend soin, nous voyons à nouveau ce terrain et la gare, nous voyons qu'il prend soin de séparer, de rendre autonomes les édifices, de les séparer de la rue. Donc, ces bâtiments ne sont plus, comme l'était encore l'immeuble Adam, pour des raisons inévitables d'assiette foncière, ces bâtiments ne sont plus inscrits dans la logique des rues, mais ils constituent un système autonome. Le concours sera en définitive remporté par Peter Behrens. Voici le projet que Peter Behrens va réaliser. Nous voyons toujours ici la gare et les deux bâtiments de Behrens qui sont construits, deux bâtiments robustes en béton armé avec un tour de taille un peu débordant qui survivront parfaitement au bombardement et sont toujours là. Mais ce concours est aussi pour Mies l'occasion de revenir à ses idées sur la métropole, sur la Großstadt, idée qu'il avait déjà formée avant 14 à la lecture de Scheffler et autres. Dans une conférence de 1926, il s'intéressait à la grande ville. Et je vous lis quelques passages de cette conférence, qui est une des rares déclarations, tant soit peu articulées, de Mies sur les questions de l'urbanisme. Il écrit « L'Empire allemand unifié accède au rang de puissance mondiale. La circulation internationale et l'économie mondiale déterminent désormais la vie. On aligne des rues et des rues à l'infini.
une technique nouvelle aux possibilités insoupçonnées se développe. On invente des constructions audacieuses, jamais vues. On construit des complexes industriels énormes, voire de véritables villes-usines. Il souligne aussi dans un autre texte intitulé « Les conditions de la création architecturale » sur le fait que le monde ne cesse de rétrécir, que l'économie règne, tout est au service de l'utilité, la rentabilité fait loi, la technique force à une attitude économique, transforme la matière en énergie, la quantité en qualité, on recherche une utilisation maximale de l'énergie. Donc il s'intéresse fortement à ces nouvelles conditions économiques. Il s'oppose aux idées de Corbusier et notamment à son plan voisin, qu'il considère comme étant uniquement compréhensible dans le contexte parisien, car Paris, écrit-il, par son développement historique, est une ville de représentation, il souscrit fortement aux propos de Scheffler, déjà en 1913, selon lequel la métropole peut être le lieu où le combat pour une nouvelle architecture peut être mené dans toutes ses composantes. Donc Berlin va être le lieu de ce combat, mais le combat passe par d'autres lieux où Mies affirme sa problématique architecturale. Et je parlerai de deux de ces lieux rapidement. Le premier, c'est Barcelone en 1929, Barcelone où se déroule une importante exposition internationale sur la colline de Montjuïc. Vous voyez ici la Plaça d'España, le centre de Barcelone est à gauche. Voici la colline avec le Musée national de Catalogne qui la domine, une colline aménagée par le paysagiste Jean-Claude Nicolas Forestier. Donc les jardins sont très beaux et la représentation allemande y est très présente. Mies intervient dans cette exposition dont vous voyez une vue aérienne un peu floue. La représentation allemande se déploie dans de grandes halles et où les matériels industriels sont exposés, et un petit espace que Mies choisit lui-même est réservé à un pavillon de réception. Donc ce que l'on appelle le pavillon de Barcelone de Mies, ça n'est nullement la représentation de l'Allemagne, c'est un appendice de cette représentation destiné à accueillir le roi Alphonse XIII à l'occasion de sa visite de la manifestation. La véritable représentation allemande que Mies élabore lui-même, vous la voyez dans ces halles, c'est une quantité considérable de matériel automobile, aérien, une démonstration des produits de l'industrie chimique. Vous voyez d'ailleurs au passage que Mies utilise ses sièges de Stuttgart. C'est aussi un travail sur le textile, et dans cet intérieur, on voit comment Mies a juxtaposé le Panzer du Glasraum avec les textiles du café de la soie. Ici, le pavillon des industries électriques allemandes, qui est un pavillon évidemment important pour l'Allemagne de Weimar, qui poursuit la politique industrielle du Second Reich. Ici, à l'intérieur de ce pavillon, de grandes fresques photographiques qui montrent que Mies et Reich ont parfaitement assimilé la leçon des pavillons d'exposition de Lissitzky dans l'Allemagne des années 20. Alors, qu'en est-il du pavillon de réception? Mies va élaborer ce modeste lieu destiné à un seul événement, la réception du roi, il va l'élaborer comme une sorte de bijou architectural. Une première maquette démontable a été perdue, mais déjà elle faisait apparaître l'idée de deux cours reliées, une ici, une là, reliées par un système de murs. C'est là-dessus que Mies travaille progressivement dans ses esquisses, et on en connaît fort peu. Ces deux cours, l'une avec une sculpture éventuellement, posée sur un socle à la Schinkel, sont définies. Le jeu des murs pouvant faire penser à des études constructivistes du début des années 20, autant qu'à la maison de campagne en briques. Voilà une esquisse déjà plus précise où l'on voit que Mies pense à utiliser des blocs d'onyx, des blocs de marbre qu'il va chercher un peu partout en Europe. Il soulignera, il rendra compte de
son expérience en disant « J'ai dû chercher autour de moi, quand j'ai eu l'idée du pavillon, je n'avais pas beaucoup de temps, c'était au plus profond de l'hiver, et vous ne pouvez pas prendre du marbre dans la carrière en hiver car il est humide à l'intérieur et gèlerait en se brisant. Nous devions donc trouver des matériaux secs. J'ai cherché dans de grands dépôts de marbre et j'ai trouvé un bloc d'onyx qui avait une certaine dimension, et dans la mesure où c'était le seul bloc que j'avais la possibilité de prendre, j'ai donné au pavillon 2 fois sa hauteur. Donc ici, ce bloc d'onyx que l'on va voir, et tout le bâtiment émane donc non pas tant d'un projet a priori, mais de l'enveloppe créée autour de ce bloc de pierre. Alors le bloc de pierre est important, je l'évoque ici avec une caricature de Rugenberg, le fidèle lieutenant de Mies, qui dessine le pavillon. Rugenberg dira, soulignera l'attachement de Mies au mur et dira que Mies affirmait, je cite, « Je dois avoir un mur derrière moi ». Donc on voit Mies assis devant le mur et à droite le souvenir de ces plaquages de marbre que l'on trouvait, de marbre Cipollino, de la chapelle palatine que Mies connaissait fort bien. Donc le chantier se déploie, ce marbre dont on voit ici les plaques va permettre de constituer des murs dont les éléments porteurs seront dissimulés afin de privilégier, de mettre en évidence comme des objets précieux les minces colonnes d'acier chromé que vous voyez ici. Ce que l'on voit, c'est à gauche un vestige de ces colonnes des vestiges qu'on a retrouvés dans les années 80, quand la reconstruction du pavillon a été à l'ordre du jour. Mais vous voyez ici qu'elles sont composées de profils métalliques qui sont assemblés et qui sont recouverts par une coque chromée. L'idée de cette ossature mince et autonome, il est permis de la rapprocher, et là encore c'est Rugenberg qui nous donne une piste, de la rapprocher de ces constructions africaines que Mies avait découvert dans les pages du livre de Frobenius, l'Afrique inconnue. Donc le bâtiment, c'est un bâtiment extrêmement connu, notamment pendant une décennie, il a été totalement pensé en gris, en nuances de gris, puisque seules les photos noir et blanc étaient disponibles, et ces photos mettent en évidence la fluidité des relations entre les différents volumes. Aucune porte ne les sépare, aucun appareil d'éclairage, aucun appareil de plomberie. C'est purement un jeu de parois opaques comme habillées de marbre ou d'onyx, de parois de verre qui utilisent différentes qualités de verre, encore une fois, translucide, le milk glass, transparent, verre teinté, verre plus ou moins réfléchissant, sur lequel les colonnes apparaissent, ces colonnes dont on a vu la coupe comme des objets extrêmement précieux. Mies imagine intégrer dans son pavillon des sculptures, et il travaille longuement à l'idée d'intégrer des sculptures de son ami Lehmbruck, qui est mort depuis longtemps, mais il n'y parvient pas, et c'est en définitive une statue de Kolb qui est figurée, qui figure dans ce patio. Le plan, nous voyons ici le plan de ce pavillon tel qu'il a été longtemps publié. Il ne met pas assez en évidence le fait qu'il y a des éléments porteurs à l'intérieur de ces murs, et l'on ne voit que les croix ici des poteaux singuliers. Il est remarquable de noter que ce plan n'est pas quadrillé. La trame avec laquelle il est publié souvent sera ajoutée dans les représentations tardives de ce bâtiment. Donc voici l'accueil du roi. Ce qui est remarquable, c'est que le roi n'est pas accueilli dans une sorte de salle de trône, de salle du trône, sur un siège surélevé. Il est accueilli sur des sièges très bas que l'on va voir. Il est invité dans une sorte d'invitation, d'appel démocratique à rester au niveau des hommes. Il n'est pas appelé à dominer la foule qu'il vient saluer. Donc voici le pavillon tel qu'il a été restauré, reconstruit complètement, puisque restauré il y a désormais 35 ans, pratiquement 35 ans, à l'occasion du centenaire de Mies van der Rohe, restauration qui a permis tout d'un coup de redécouvrir sa couleur. Mais il est clair qu'on ne peut pas s'empêcher d'y voir une sorte de simulacre et de penser que le pavillon original, au fond, était en noir et blanc.
ce qui bien sûr est inexact. La couleur joue un rôle symbolique. Le rougeâtre des murs, le noir du tapis qui se prolonge par le plan d'eau, le jaune des parois de verre rétroéclairé, ce sont les couleurs de l'Allemagne de Weimar que l'on y retrouve. Voici notamment aujourd'hui, en tout cas, la possibilité que l'on a de comprendre le rôle de la statue de Kolbe et sa place dans un jeu de miroir qui est extrêmement compliqué, un jeu de miroir qui est à la fois qui est intriguant, qui est dans le même temps un peu rejetant, qui nous renvoie à l'infini le visage des visiteurs. C'est un bâtiment qui laisse perplexe par bien des aspects. En tout cas, il semble être habité par une absence. C'est un bâtiment vide qui renvoie au vide. Il semble être assez rejetant. Il est assez rejetant par ses parois froides. Dans le même temps, c'est un bâtiment qui sera tout à fait célébré par les organisateurs et les critiques. Georg von Schnitzler, le commissaire de la représentation nationale allemande, dira, je cite, « Nous avons voulu montrer grâce à cet édifice tout qui nous sommes, ce que nous sommes capables de faire et ce qu'est pour nous l'Allemagne d'aujourd'hui. Nous cherchons avant tout la clarté, la simplicité et l'intégrité. » Donc le pavillon présenté comme métaphore de cette condition de l'Allemagne moderne. En tout cas, ce que permet la reconstruction, c'est de comprendre la relation qui associe les plans de la toiture et les plans du sol, qui sont comme symétriques l'un par rapport à l'autre, par rapport à un plan horizontal. Donc de comprendre les relations qui unissent ces éléments secondaires à la structure du bâtiment. Le siège de Barcelone, la chauffeuse de Barcelone, eh bien c'est cet ersatz démocratique du trône du roi qui sera ensuite très largement produit dès les années 30. Je voulais terminer en évoquant rapidement deux autres bâtiments de Mies, trop rapidement sans doute. Un bâtiment élaboré en parallèle avec le pavillon de Barcelone, avec lequel il partage bien des traits, mais il en diffère car il est habitable et ô combien habitable, la maison de Fritz et Grete Tugendhat, construite sur les hauteurs de Brno, capitale de la Moravie, dont voici ici le centre avec la colline du Spielberg. Donc c'est une ville où les Tugendhat, surtout la famille de Grete Tugendhat, la famille Löfberg, possède des industries textiles considérables. Elle possède aussi une maison dans la partie basse de la ville et donne à Grete pour son mariage avec Fritz Tugendhat un terrain situé tout en haut de la colline, en face de celle du Spielberg. Mies travaille, reprend les études qui avaient été les siennes pour les maisons de Lange et Esters, notamment dans la version vitrée, et nous voyons ici tous les dessins successifs de ce projet. Il travaille aussi à un croquis de plan qui procède initialement de la même démarche et qui va se complexifier dans la version finale de ce bâtiment. Vous voyez la version finale ici du plan de l'étage principal qui est situé sous le niveau du terrain d'accès. Et vous voyez combien ce plan intègre des formes assez nouvelles pour Mies, notamment la grande paroi, c'est celle que nous avons vue à Barcelone, la paroi couverte de pierre dure, mais ici ce demi-cylindre habillé en palissandre qui est autonome par rapport à la structure métallique de la maison. Ce qui est important ici, comme à Barcelone, c'est que la structure métallique est à tout le moins partiellement visible, partiellement seulement. Ces poteaux, habillés aussi comme à Barcelone, font penser à ceux de la maison Lovell de Neutra à Los Angeles, qui a été publiée en Europe, et qui partage un autre trait avec la maison Tugendhat, qui est l'accès de cette maison par le haut. C'est par le niveau de l'accès plus haut et c'est par là que l'on descend au niveau de l'habitation, où l'on trouve donc ce séjour ouvert d'un côté
vers la pente, le jardin et le panorama, et de l'autre côté, à moitié fermé ou fermé ouvert par un jardin d'hiver. On retrouve ici la paroi, des sièges différents de ceux de Barcelone et à nouveau les colonnes mises en évidence comme des objets rares. Il est intéressant de comparer, cette maison avec le projet avec une maison étudiée par Hugo Hering un peu de temps auparavant. La comparaison est proposée par exemple par Walter Kurt Behrens, qui souligne combien dans les villas de Hering ou de Scharoun, chaque courbe des murs, regardez à gauche, chaque ouverture, chaque coin dans la pénombre, chaque fauteuil, chaque type ou groupe de sièges renseigne sur une activité, une ambiance, une habitude. À droite, on retrouve ces groupements de sièges, ces groupements de tables, le piano, on retrouve les mêmes éléments, mais les cloisons ont disparu. Et ce qu'explique très bien, dans un article de 1927 sur la démarche de Mies, Paul Westheim, et je cite ce petit paragraphe de Westheim qui est très éclairant ici. Mies, écrit-il, fait partie de ceux qui pensent la maison comme une unité, pas comme une juxtaposition de pièces recouvertes d'un toit, mais une circulation conduisant de pièce en pièce en suivant le mode de vie. Et il s'agit, comme dans l'urbanisme, d'organiser la circulation de telle manière que la vie domestique que le bâtiment doit servir se déroule avec le moins possible d'obstacles. L'ensemble de l'habitation doit être considéré comme une sorte d'entreprise qui serait, comme toute autre entreprise, fondée sur le principe d'une articulation des différentes fonctions. Aucune pièce isolée ne sera coupée des autres, bien plus, la continuité entre les pièces sera recherchée. L'espace entier sera disposé organiquement selon ses usages, et nous retrouvons ici, bien sûr, les principes qui étaient présents dans le Glasraum ou dans le café soie et velours. Alors, parcourons rapidement la maison. Au niveau supérieur, on entre au niveau des chambres et on descend dans la maison par cet escalier enveloppé de milk glass, de verre translucide, pour arriver d'abord dans la salle à manger avec cette grande paroi qui, d'après Rugenberg, et on revoit ici le plan, mais cette fois-ci comparé à celui de la Villa Stein de Monzy de Le Corbusier, d'après Rugenberg, Mies s'était très intéressé par la villa de Le Corbusier et on voit qu'il en retourne presque la circulation vers le jardin. Regardez Mies, regardez Le Corbusier. En tout cas, il a travaillé autour de l'idée, la salle à manger, la cuisine est ici, elle est ici chez Mies, et la salle à manger est aussi entourée par cette paroi qui n'est pas circulaire, mais plutôt parabolique. On la retrouve circulaire chez Mies et ici dans la version restaurée récemment et magnifiquement de cette maison. La paroi de marbre de Barcelone, cette fois-ci, est utilisée pour le salon, toujours avec un grand tapis, avec des sièges qui sont une nouvelle série imaginée pour la maison de Brno et qui font face au siège de Barcelone. Voici la version récente qui a été la version restaurée, qui nous montre le séjour, la façade sur le jardin d'hiver qui n'était pas très planté et les espaces situés derrière. Voici une vue de cette façade qui a une caractéristique très particulière qui est celle d'avoir des vitrages rétractables. J'en avais parlé à propos de la maison Langhem, mais ici ces vitrages sont très lourds et très, très grands, ils s'escamotent dans le sol, ce qui permettra à Fritz Tugendhat de dire, je cite, « Par temps de givre, on peut, grâce à la glace baissée, être assis au soleil en regardant un paysage enneigé, comme à Davos. » Donc à Brno, comme à Davos. Voici l'arrière, la face arrière, où l'on voit donc tous ces lieux inscrits dans une continuité fluide, sans cloison, comme le soulignait Westheim déjà prophétiquement en 1927. Le jardin d'hiver, avec sa double paroi, qui est une sorte de filtre entre la maison et l'espace extérieur. La cuisine telle qu'elle était il y a 30 ans,
et le niveau des chambres auquel, je répète, on accède. C'est le critique berlinois Julius Posner notera qu'il est assez peu conventionnel d'entrer dans une maison de maître par le niveau des chambres, et encore moins les chambres des enfants, mais c'est malgré tout ce qui se passe, bien que les invités soient immédiatement appelés à descendre. Donc à ce niveau des chambres, on trouve celle de Fritz, celle de Grete, plus féminine, le mobilier que Mies dessine, donc revenant sur ces techniques de forme orthogonale et plaquée, mais cette fois-ci avec des éléments de structure en métal chromé visibles. On voit aussi depuis cette terrasse est aussi le domaine des enfants qui surplombe la ville de Brno, comme vous le voyez ici, et qui permet aux enfants de vivre comme s'ils étaient sur la terrasse d'un paquebot en plein air. Voilà une image de ces gamins vivant heureux dans un luxe assez étonnant. Le mobilier est nouveau. Mies imagine une troisième gamme de sièges, mais j'y reviendrai. Après Tugendhat, un bâtiment qui est assez critiqué, largement critiqué, notamment par la gauche de l'architecture moderne allemande, comme montrant une architecture moderne au service du luxe et non pas au service des aspirations sociales du pays, surtout dans une Allemagne qui commence à être frappée par la crise de 29. Donc c'est un bâtiment qui est fortement critiqué à gauche. Mies travaille à d'autres projets, mais ils tendent à se raréfier. Ici, un projet pour le peintre Emil Nolde à Berlin-Zehlendorf. Il avait connu Nolde avant la guerre dans le cercle des Riels, et vous voyez qu'il imagine une maison avec de grands murs d'adossement et des pièces qui s'ouvrent comme à Tugendhat vers la vue, notamment pour faire entrer très largement la lumière. L'ossature proposée était en acier, mais le projet était sans doute trop coûteux pour Nolde, qui à l'époque avait en architecture un goût moderne. On sait que Nolde a été récemment démasqué comme étant une fausse victime des nazis et en fait un antisémite avéré. Ici, Nolde était dans une phase d'idylle avec la culture radicale de Weimar. Les intérieurs qu'il occupera par la suite seront bien moins radicaux. Dernier projet dont je voulais parler, qui appartient à cette famille du pavillon de Barcelone et de la maison Tugendhat, c'est la maison du célibataire à l'exposition de la construction de Berlin en 1931. Cette maison du célibataire n'est pas construite en plein air, elle est construite en vraie grandeur, comme celle du Weissenhof, mais sous le toit de la grande halle d'exposition. Mies est chargé d'un programme plus général intitulé « L'habitation de notre époque », pour lequel il recrute d'autres architectes, les frères Luckhard, Hering, Gropius, Hilbersheimer et Lili Reich. Donc il conçoit ici une sorte de Siedlung comprimée, enserrée dans l'espace de la halle. Pour lui, le projet qu'il se réserve est celui de la maison d'un célibataire, qui est une maison à rez-de-chaussée, vous la voyez ici, qui se déploie sous un grand toit plan comparable à celui de Barcelone. Donc ce que l'on voit avec cette habitation, qui est, vous le voyez ici, à nouveau meublée, avec les mêmes codifications que celle de Brno, ce que l'on voit, c'est le développement du potentiel, je dirais, d'habitabilité que le plan du pavillon de Barcelone avait libéré. On le voit avec les éléments de ce langage au service d'une habitation d'un programme de construction réelle, dit Mies, dont les caractéristiques sont malgré tout celles d'un luxe assez extraordinaire. La paroi d'onyx qui avait été réinterprétée qui avait été réinterprétée à Brno réapparaît, mais cette fois-ci, cette paroi est en bois, la paroi qui, je dirais, est celle devant laquelle Mies a toujours besoin de s'asseoir au moins mentalement. Elle est en bois, vous la voyez ici. Vous en voyez deux vues ici, vous voyez derrière comment le reste de la maison se développe.
les murs se dilatent dans l'espace, à l'image de la maison de campagne en briques, bien plus qu'à celle du pavillon de 1929. Nice retrouve son idée de la continuité fluide, non seulement à l'intérieur de la maison, mais aussi avec les espaces extérieurs. Voilà donc cet intérieur, l'intérieur de cette maison qui va être très largement salué par la presse. Ici, une autre vue de l'intérieur avec ces grandes verrières et ici une toile de Kandinsky, si je ne me trompe. Donc, le pavillon de Barcelone, en quelque sorte, moins vitré, on y perd les jeux avec le verre, mais on y conserve la fluidité de circulation. Ce bâtiment éphémère n'est pas oublié. Il va être célébré, par exemple, par l'historien américain Henry Russell Hitchcock, qui note à son propos qu'il sort du rang à l'exposition comme Schinkel dans le vieux Berlin. Il est associé, je dirais presque, c'est presque un jeu de mots douteux, accouplé à la maison de Lily Reich par une cour, utilisant les mêmes éléments de langage intérieur et les mêmes meubles. Et je voulais terminer avec une ultime image qui nous montre combien cet intérieur et ce qu'il signifiait pouvait avoir d'important à une distance de quelques années. En 1936, Ernst Neufert, architecte considéré comme un moderne radical, il avait été l'assistant de Walter Gropius. Ernst Neufert publie le livre qui sera le plus grand best-seller de l'architecture du XXe siècle, la Bauentwurfslehre, ou le cours d'éléments de construction, qui sera publié à des centaines de milliers d'exemplaires. Le régime nazi a 3 ans, mais ce que Neufert, qui encore une fois est un fonctionnaliste, qui continue à exercer comme pas mal d'autres sous le nazisme, Neufert considère que la maison de l'an 2000, la maison qui sera réalisée vers l'an 2000, eh bien, ce sera la maison de Nice dont il commente toutes les caractéristiques de manière extrêmement positive. Seulement pas de porte, seulement des séparations spatiales. C'est le message que Neufert a compris de Nice et c'est le message qu'il va diffuser dans son best-seller à des générations d'architectes. Merci.